Je me suis rendu sur de nombreuses missions en Amazonie péruvienne pour étudier notamment la phytopharmaceutique, on va dire, des Indiens. Alors au début, je suis parti de façon extrêmement rationnelle, très cartésien, pour me disant que bon, tout ça, c'était un savoir qui s'était construit au fur et à mesure du temps sur des centaines d'années de pratique de l'environnement forestier amazonien. Et puis très vite, quand je suis arrivé en Amazonie, les chamans, qui sont les détenteurs de ce savoir, m'ont très vite fait comprendre que c'était faire des petits échantillons, des herbiers, référencer les taxons des plantes. C'était pas la meilleure méthode pour apprendre, et que la meilleure méthode, c'était effectivement de s'immerger dans leur univers de vision, avec notamment un breuvage constitué de 2 plantes, très connu aujourd'hui quand même, qu'on appelle l'ayahuasca. Alors ce breuvage, il fait polémique depuis plusieurs années, bien sûr. Il y a eu un engouement incroyable, un tourisme néo-chamanique qui a envoyé des centaines de personnes, des centaines de milliers de personnes au Pérou pour pratiquer, pour apprendre, pour découvrir. Et nous, quand on s'est intéressé à ce sujet-là au début des années 2000, en tant qu'ethnobotaniste, avec des amis ethnopharmacologues, des chercheurs, on a essayé de comprendre quelle était la spécificité de cet univers visionnaire. Est-ce qu'il avait une réalité? Est-ce qu'on était dans un délire dû à des plantes dites à l'époque hallucinogènes? Est-ce que c'était juste des déformations de la perception dues à des psychotropes? Bon, bien sûr, c'était pas ça, évidemment. Donc moi, j'ai accepté de participer à mes premiers rituels d'ayahuasca. J'avais super peur, j'étais très angoissé. Je connaissais, j'avais lu bien sûr les propos des premiers ethnobotanistes qui parlaient de ces plantes et de ce breuvage. Et donc j'étais quand même assez inquiet. Alors le fait d'avoir peur sur des peurs a fait que ma première expérience n'était pas une expérience positive, puisque je n'arrivais pas du tout à lâcher prise. Donc j'étais dans des résistances qui en fait faisaient que je n'arrivais pas à rentrer dans l'expérience. Alors j'ai quand même décidé de reprendre. Et puis à un moment, j'ai lâché et j'ai pu passer dans ces mondes de vision. Alors ces mondes de vision, moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans ces mondes, c'est qu'en fait, ils ont une autonomie, ils sont autonomes. Tout à l'heure, on parlait de la réalité de l'imaginaire. Moi, j'aime beaucoup le concept développé par le philosophe Henri Corbin, celui d'imaginal, c'est-à-dire d'une dimension autonome. Les archétypes, les chimères dont parlait tout à l'heure Marc, ont eu une existence dans ce monde de vision. On n'est pas du tout dans quelque chose de fantasmatique. Les présences sont bien réelles. Et une expérience particulièrement m'a troublé, c'était une expérience de vision collective. Alors ça, je ne connaissais pas du tout. Et alors je raconte souvent cette expérience en conférence, mais elle est importante pour comprendre justement l'intérêt de ce dont on parle. J'étais donc chez un chaman, chez Ernesto, dont on va parler encore un petit peu après. J'étais chez Ernesto en Amazonie et dans la jungle, à côté de Pucallpa, sur le Rio Calaria. Et donc on prenait régulièrement l'ayahuasca avec lui. Et puis arrive un jour un Canadien qui a débarqué comme ça dans la jungle et qui voulait lui aussi faire une cérémonie. Donc le soir, il s'est installé, moi je lui ai juste dit bonjour, il s'est installé donc à une dizaine de mètres de moi dans la maloca étant la hutte cérémonielle. Donc on a pris chacun notre ayahuasca et chacun est rentré dans sa subjectivité, dans son expérience personnelle, intérieure. Moi j'avais les yeux fermés, j'étais concentré et je commençais à me voir descendre dans un vortex de lumière, de patterns très colorés. Et puis j'ai vu descendre le Canadien sur le dos qui me regardait avec des yeux un peu surpris. Donc on a continué notre cérémonie, on a eu nos visions respectives. Et puis le lendemain matin, au débriefing, on va dire, des visions, parce que nous, les Occidentaux, on est très friands de visions, donc on parle beaucoup de nos visions, les chamans, pas trop. Et donc, j'ai dit, bah, tiens, moi, hier, j'ai fait cette expérience, c'était intéressant, où je me voyais plonger dans un vortex avec des patterns de lumière, et le Canadien me dire, ah oui, je t'ai doublé. Là, ça a été un choc incroyable pour moi, parce que toute ma vision de ce qu'on appelle la subjectivité s'est effondrée, en fait. C'est-à-dire que comment, alors qu'on était chacun dans notre expérience, on a pu se retrouver dans un espace visionnaire commun. Donc à partir de là, je me suis intéressé vraiment à cette dimension de l'expérience ayahuasca, de savoir ces visions collectives, comment les créer, comment essayer de rentrer en contact avec des chamans qui savaient créer cet état pour pouvoir le reproduire. Alors je me suis aussi intéressé à l'histoire de ce phénomène visionnaire. Il y a notamment l'histoire extraordinaire d'un chaman qui est devenu chaman mais qui avait été enlevé malheureusement un peu dans son enfance
Manuel Córdoba Ríos, qui avait été enlevé par les Indiens Uniquin sur le rio Purus et qui avait appris avec le chef Xumu, la pratique de l'ayahuasca. Et en fait, il s'était rendu compte que les visions collectives que le chaman créait étaient des répétitions générales de chasse qui allaient se passer dans l'avenir, 3-4 jours après. C'est-à-dire que collectivement, il chassait dans un monde de vision, le pécari ou d'autres gibiers, mais d'abord sous la forme d'une espèce de micro-réalité collective qu'ils pouvaient partager pour faire la répétition de savoir où allait se trouver les gibiers. Et souvent, après, 3-4 jours après, le gibier était bien là, tel qu'il l'avait vu dans les visions. Donc ça m'a posé la question de me dire, mais comment cet univers de vision permet d'accéder des connaissances du futur? Voilà, d'aller chercher de l'information dans le futur. Alors par synchronicité, j'ai un ami qui vit là-bas depuis 40 ans, qui me dit, ben, ça tombe bien justement, Ernesto est un chaman qui a cette capacité d'aller chercher de l'information dans l'avenir, il est réputé pour ça, et ça c'est peut-être bien que tu ailles travailler avec lui et le rencontrer. Donc je pars en 2007 à la rencontre d'Ernesto, c'est un contact tout de suite très intense, hein. Lui c'était un ayahuasqueros mais tabaqueros, donc vraiment un travail sur le rêve, sur la conscience des rêves et comment créer un espace onirique conscient. Donc je lui explique un petit peu que j'essaie de comprendre comment ça marche d'aller chercher de l'information dans l'avenir. Je lui parle de synchronicité jungienne. Alors lui, il s'en fout, il ne sait pas ce que c'est. Dans sa culture, ça ne lui parle pas du tout. Alors d'ailleurs, il m'écoutait en fumant sa pipe, en rigolant un petit peu du coin de sa petite... avec sa kachimba. Là. Et puis, il me dit, OK, moi je veux bien t'apprendre, mais il va falloir diéter. Aïe. J'avais pas trop envie de diéter, moi. J'ai plus de bière, plus de nourriture comme j'aime, quoi. Donc, OK. Sans faire jeu de mots avec que j'aime. Et donc, je dis OK, j'accepte. Donc, je vais m'isoler avec lui dans la forêt. Et puis, je m'astreins à un vrai processus de diète, c'est-à-dire je supprime le sel en priorité, les sucres, les graisses, les viandes, les relations sexuelles, enfin tout, quoi. Une sorte de vie complètement neutre. Mais cette vie neutre, en fait, a réveillé chez moi quelque chose qui est du domaine instinctif, une sorte d'hypersensibilité à l'environnement. Et je me suis rendu compte, en fait, que lorsqu'on était dans cet état, l'environnement, l'écosystème complet devient une gigantesque symphonie de synchronicité, en fait. C'est-à-dire que vous avez un questionnement intérieur, vous avez immédiatement la réponse dans l'environnement, on vous donne des informations. Ça passe par le biais des animaux, par le biais des plantes, par le biais de circonstances, bien évidemment. Et donc je me suis dit, là, il y a effectivement quelque chose qui permet de comprendre le phénomène. Alors Ernesto appelait ça la science des signes. Et il disait que justement la diète permettait de retrouver cet instinct animal, parce que pour lui, les animaux, il disait, les animaux, en fait, dans la nature, ils sont dans une sorte de synchronie avec leur environnement. Il y a un phénomène d'appel-réponse. S'il y a un besoin, il y a la réponse juste à côté dans l'environnement. Mais je savais aussi qu'Ernesto pratiquait une pratique de rêve particulière qui lui permettait d'aller chercher de l'information dans l'avenir. Donc je lui ai demandé de m'expliquer. Est-ce qu'il voulait bien m'expliquer ce fonctionnement? Il m'a dit oui, bien sûr, c'est super simple. J'ai dit d'accord, explique-moi. Donc il me dit ben, c'est simple. Tu vas prendre une image de ton rêve, une image d'un rêve que tu vas faire par exemple cette nuit. Tu vas bien la mémoriser et tu vas essayer de voir cette scène dans la réalité, se produire dans la réalité. Et pour ça, tu le mets dans ta conscience, mais de façon flottante. Tu lâches prise, tu n'y penses plus trop, parce que si tu y penses, ça ne se réalisera pas. Quelques jours après, je fais un rêve où j'étais avec un jaguar dans la forêt qui met à un moment la patte sur des pièces d'or comme ça et qui me regardait droit dans les yeux. Alors cette image quand même m'avait vraiment marqué. J'ai dit, je vais prendre cette image. Je vais essayer de voir ça dans la réalité, se manifester. Alors je note ça sur un petit carnet, et j'oublie, très vite. 3 semaines après, je retourne sur Pucallpa, en ville, et je prends un motocarros. Et là, au détour de la Grande Place, qu'est-ce que je vois? Un immense panneau publicitaire pour une banque péruvienne avec un jaguar qui mettait sa patte sur des pièces d'or. J'ai immédiatement repensé à mon rêve. Ernesto disait que lorsqu'on perçoit en fait dans la réalité la manifestation de l'image onirique, l'effet de surprise, de sidération active une partie de nous qui vit en dehors de l'espace-temps, que moi j'ai appelé dans mes recherches conscience extratemporelle,
hein, ça fait écho aux travaux de Jean-Jacques aussi, sur une autre terminologie bien sûr. Une conscience extratemporelle qui, elle, ensuite, va agir sur la cognition aléatoire du rêve et donc va produire 3 semaines dans le passé cette image onirique. C'est-à-dire l'idée d'un transfert d'informations, d'une boucle, d'une time loops en fait, d'informations qui permet effectivement de se renvoyer de l'information dans le passé. Alors moi au début avec Ernesto, c'était très très compliqué pour moi de comprendre ce qu'il me racontait. Il me dessinait des serpents qui se mordaient la queue, des Ouroboros. Ça fait partie de la tradition Shipibo, hein. Ça fait partie de leur dieu principal qui s'appelle Ronin. Ronin, c'est vraiment le serpent qui s'est auto-engendré en fait, hein. Il y a l'histoire d'un processus circulaire d'autocréation. Donc moi je ne comprenais pas. Et quand je suis parti après mon 2e séjour avec lui en 2008, c'était la dernière fois que j'allais le voir, parce qu'en fait il est décédé en 2009. Et j'avais un peu un drôle de pressentiment quand je l'ai quitté. Et juste avant de partir, il me dit « Tu sais, Romuald, si on peut modeler effectivement les rêves comme ça à notre convenance en se renvoyant de l'information du futur vers le passé, il en est exactement pareil de la réalité dans laquelle on vit. Elle est aussi malléable. » Ok. Donc je suis reparti avec ça en 2008, mais avec pas plus de connaissances. Alors entre-temps, moi, j'ai continué à travailler sur mes recherches sur les interfaces de la conscience des plantes et la conscience humaine par le biais d'adaptation, de phénomènes, mais ce n'est pas le lieu de la conférence d'aujourd'hui. Donc, je suis reparti vraiment sur mes recherches entre l'interface entre la conscience végétale et la conscience humaine via l'expérience à l'ayahuasca. Et donc, j'ai oublié un peu tout ça. Et puis, en 2012, par le biais d'un magazine, c'était Nexus à l'époque, et un article d'ailleurs de mon ami et co-auteur Jocelyn Morisson, je découvre les travaux de Philippe Guillemant sur la rétrocausalité et cet espace-temps flexible. Et là, je fais tout de suite le rapprochement avec les enseignements d'Ernesto. Tout s'éclaire. Il y a comme une espèce d'effet d'eureka où je comprends en fait les intuitions et les savoirs chamaniques au regard d'une science contemporaine de pointe, encore à l'époque extrêmement théorique. Et je me dis, il y a quand même quelque chose à creuser. J'invite Philippe Guillemant, on se rencontre. Ça fait un peu comme avec Ernesto, hein. Il y a vraiment une sorte de coup de foudre comme ça, d'amitié tout de suite entre chercheurs. Il naît une belle amitié et puis une vraie compréhension mutuelle de nos idées à l'un à l'autre. Et puis je commence à faire le lien avec les enseignements d'Ernesto. Alors Philippe Guillemant décrit un univers qui a déjà été validé par Einstein, hein, les équations de la relativité générale, ont bien prouvé que le passé, le présent et le futur existent de façon simultanée. Sauf que les physiciens de l'époque, ils ont imaginé que cet univers, il était rigide, il était solide, on appelait ça l'univers bloc. Alors cette rigidité n'était à mon avis que le reflet de leur propre rigidité intellectuelle, je pense, dogmatique. Et à un moment, on s'est dit, mais pourquoi ceci ne bougerait pas? L'idée, c'est de se dire qu'en fait, cet espace-temps est flexible. Alors intuitivement, il y a beaucoup de peuples premiers qui ont eu cette conception d'un futur et d'un espace-temps qui soit mouvant, flexible, lié à l'intention, lié à la conscience. On retrouve ça, par exemple, dans le temps du rêve des aborigènes australiens, où ceux-ci décrivent que le temps du rêve, ce n'est pas un temps qui est passé, c'est un temps qui est passé, aussi toujours actuel et aussi lié au futur. C'est un temps de création. C'est une création qui s'effectue à partir de l'intention des ancêtres. Et ces ancêtres, en fait, ont modelé la réalité par le biais, comme ayant un support qui était un espace-temps, une matière, une cosmologie molle, c'est-à-dire en réaction qui prenait la forme de la pensée et des intentions des ancêtres. Donc ce n'est pas quelque chose qui est inconnu. Ernesto disait en fait l'univers c'est comme un grand serpent. Le bout de sa queue c'est le passé lointain, tout son corps c'est le passé, quand on arrive au niveau du cou c'est le présent, et par contre au niveau de la tête c'est des milliards et des milliards et des milliards de têtes. Pourquoi? Parce qu'en fait pour lui le futur existait de façon potentielle. Chaque possibilité existe dans le futur à l'état de potentialité. L'idée étant de faire se densifier dans le réel un de ces futurs
en lien avec notre intention.